sinistrose. Gaël, je le disais à la fin de l'introduction, c'est ce qui résume un peu le baromètre économique des Français que vous nous dévoilez ce matin. Fallait pas l'inviter. Oui. En l'occurrence, chaque mois, je viens apporter presque chaque mois de mauvaises nouvelles. Parfois, ça va un peu moins mal. C'est-à-dire que le moral économique des Français est un peu moins mauvais. Cette fois-ci, vous l'avez dit dans votre lancement, Raphaël, on touche vraiment le fond. Rendez-vous compte, ça fait 20 ans qu'on suit cet indicateur tous les mois. Oui. C'est le 3e pire niveau en 20 ans en termes de morale économique. On était pourtant bien bas juste avant l'été, la dernière mesure date d'avant l'été, et on se rend compte qu'en l'espace de cette période estivale, qui d'habitude est plutôt propice à ce qu'on se regonfle un peu le moral, entre-temps, il y a eu le dépôt, la présentation le dépôt par François Bayrou de son budget le 15 juillet, et puis il y a ce climat politique extrêmement angoissant pour nos concitoyens. Vous l'avez dit dans votre lancement aussi, c'était drôle cette allusion sur les grands accidentés de la route. Oui, mais il y a quand même quelqu'un qui tire le frein à main quand on est à 150 sur l'autoroute. L'accident, il n'est pas venu tout seul. Oui. C'est-à-dire qu'à force de dire aux Français, ils ne se rendent pas compte de la gravité de la situation, de la dette et des déficits. Écoutez François Bayrou, vous vous rendez compte qu'on est au bord de la faillite ? Ça a été dit, répété, ça fait des années que les différents politiques le disent. Ils font exactement, à mon avis, alors c'est facile d'être le conseiller et pas l'acteur, mais je le reconnais, mais il faut l'inverse de ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire qu'il faudrait agir, prendre des mesures correctrices, et pas alarmer sans agir. Or, ça fait des mois ou des années qu'à longueur de personnages présents à Matignon, on a des personnes qui nous inquiètent sans vraiment être capables de prendre les mesures correctrices. Le résultat, je le mets en quelques chiffres, de ce que je vous dis là, c'est 86% de Français qui se sentent plus défiants en l'avenir de la situation économique de notre pays, 5 points de baisse, donc en termes d'indice de morale, les confiants moins les défiants. Ouais. Bon, c'est ce que je vous disais, en 20 ans, c'est la 3e fois qu'on voit des niveaux aussi bas. Et puis, je redétaillerai sur les perspectives pour l'année qui vient, mais sur les conséquences immédiates de la chute de François Bayrou, qui est totalement anticipée et paradoxalement, compte tenu de ce que je vais vous dire, totalement souhaitée par les 3/4 des Français. Ils veulent qu'il tombe, mais que nous disent-ils ? Ils nous disent sa chute, ce sera très inquiétant pour la situation économique de la France pour les 2/3 de nos concitoyens. Ça risque d'empêcher la France de voter son budget pour l'année 2026 pour 67% de nos concitoyens. Et on a même 62% des Français qui nous disent ça risque de provoquer une crise financière majeure dans le pays. Seulement, ils ont beau nous dire tout cela, dans les mêmes sondages, dans les mêmes enquêtes, les mêmes interviewés nous disent on n'en peut plus, il faut que ça cesse. Bayrou doit partir pour les 3/4 d'entre eux. Et si possible, procédons à une dissolution. Lucidité ou excès de pessimisme chez les Français, Jean-Marc Dagnan ? Alors, je pense qu'il y a un excès de pessimisme. D'ailleurs, quand on regarde les indicateurs économiques objectifs, c'est on n'a pas les conséquences de cet excès de pessimisme. En particulier, le taux d'utilisation des capacités de production qui permet de savoir où en est l'économie française par rapport à son cycle économique, il est plutôt en train de s'améliorer. Et la croissance sera effectivement faible cette année, mais on n'est pas en récession. On n'est pas en 1993, nous ne sommes pas en 2008-2009. Donc, c'est ça qui est assez frappant, c'est qu'on a l'impression que les Français considèrent que c'est le gouvernement qui crée la richesse, que c'est l'État qui fait l'alpha et l'oméga de la vie quotidienne. On peut vivre sans gouvernement, on a vécu sans gouvernement. Les grandes périodes de croissance de l'économie française, sous la Troisième République et sous la Quatrième République, étaient des périodes où on n'avait pas de gouvernement. Et François Bayrou s'était donné un objectif de tenir plus longtemps que Mendès France. Il a tenu exactement plus longtemps que Mendès France. Donc maintenant, il peut partir. Objectif rempli. Objectif rempli. La différence, et là je rejoins un peu ce que vient de dire Gaël, c'est-à-dire qu'il a beaucoup parlé, il a peu agi quand même. C'est-à-dire que Mendès France avait quand même un bilan positif. Enfin, tous les gens... agi, Jean-Marc, alors je vous coupe, Ludovic, peu agi. La réponse, c'était le budget 2026. C'est 44 milliards d'économies, c'est une trajectoire de rétablissement des comptes publics en faisant des efforts principalement sur la défense. Il a fait de la pédagogie, c'est ce qu'il avait expliqué jusqu'à présent. La méthode ne fonctionne pas ? Ce que dit Gaël là, est intéressant sur ce baromètre, parce que finalement, on va dire, quelque part, il montre une forme d'efficacité
au discours de Bayrou, c'est-à-dire que François Bayrou a réussi à embarquer son pessimisme, a réussi à embarquer le pays, ok. Mais alors, pour arriver 3 lignes après, mais Gaël le dira mieux que moi, sur le fait que par contre, c'est pas la bonne personne pour gérer le truc. Donc en gros, ça raconte, ce baromètre, il raconte quelque part, il y a une bonne nouvelle. On va essayer de sortir un tout petit peu de la sinistrose, c'est que les Français commencent à être dans une forme de réalisme par rapport à la situation économique. En revanche, sur la méthode pour y arriver, là, c'est le grand divorce. Il y a un autre truc, un autre paramètre qui me marque énormément, mais Gaël va rentrer en détail, et qui m'inquiète, là. Par contre, c'est le fait aussi que les Français commencent à voir que cette situation de politique, d'économie générale, mesure le fait qu'il va y avoir des conséquences dans leur vie quotidienne, parce que là, on commence à avoir des scores assez hauts, de l'ordre de 48%, le fait de gens qui disent que cette situation macroéconomique va avoir des conséquences personnelles. Et ça, c'est assez nouveau, Gaël Slimane, parce que globalement, les études sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que au niveau macro, on estime que ça ne va pas terrible au niveau de l'ensemble du pays. Mais en général, les Français expliquent que eux, finalement, ça ne va pas si mal. Là, c'est plus le cas. C'est exactement ça. Notre indicateur macro de morale économique, qui est l'avenir de la situation économique de votre pays, de temps en temps, ensemble, sur le baromètre, on s'amuse à tester votre situation économique personnelle. Et là, on se rend compte que c'est 3 fois mieux. Donc ça reste pas super, mais c'est bien meilleur. Là, effectivement, quand on regarde les résultats sur la projection sur les 12 mois à venir, c'est aussi une question qu'on pose de manière récurrente, pas tous les ans, mais assez souvent. On a 68% des Français qui pensent que par rapport aux 12 derniers mois qu'ils jugeaient mauvais, à juste titre plutôt, la croissance économique, elle sera moins bonne. On rejoint ce qu'on se disait il y a un instant, que le pouvoir d'achat des Français, donc des autres, ce sera moins bon dans les 12 mois qui viennent. La situation de l'emploi, qui commence déjà à se dégrader, elle sera moins bonne aussi pour 59%. Et vous l'avez dit, effectivement, ces inquiétudes macro rejoignent le micro, puisqu'on a quasiment un Français sur 2 qui pense que sa propre situation économique personnelle va se détériorer. Et ceux qui disent que ça va s'améliorer, c'est marginal. Donc c'est soit stand-by, soit ça va se détériorer. Et ça, effectivement, c'est inquiétant. Et puis, vous l'avez dit, tout le sujet, François Bayrou a fait prendre conscience. Ce n'était pas le premier. Déjà, la prise de conscience, on l'avait noté, mais elle s'est accentuée. Et du coup, les gens nous disent, bien sûr qu'on a compris qu'il faudrait faire des efforts, qu'on n'y couperait pas. Ça, c'est sûr. Et donc, ils disent, bien sûr, des efforts. Et quand on teste les efforts... Il y a un autre élément très intéressant, qui est que l'effort, c'est toujours pour les autres. Et voilà. Quand on teste les efforts, évidemment qu'il faut faire des efforts. Mais mon voisin, ici présent, lui fera les efforts à ma place parce que c'est plus à lui de les faire. Et puis mon voisin en face aussi. Et pour illustrer ce que je vous dis là, on a 78% des Français qui sont favorables à une augmentation des impôts pour les Français les plus riches. Et oui. Mais la plupart des gens ne font pas partie des Français les plus riches. 55% qui disent « je suis favorable à une réduction des aides sociales ». La majorité des gens ne bénéficient pas des aides sociales en France. Et oui. 54% je suis pour une réduction du nombre de fonctionnaires. Là aussi, tout le monde n'est pas fonctionnaire ou n'a pas son conjoint ou sa conjointe de fonctionnaire. Et les fonctionnaires eux-mêmes ne sont pas totalement d'accord avec... Et à chaque fois, voilà, effectivement, Raphaël, ce qui est intéressant, c'est que quand je regarde dans le détail ce que me disent les salariés du public, ils me disent « ah non, surtout pas ça ». Les gens qui bénéficient des aides sociales, donc les Français les plus modestes, ne veulent pas qu'elles soient supprimées, et ainsi de suite. En revanche, augmentation des impôts pour tous les Français, c'est refus à 83%, baisse des investissements et des subventions publiques, refus à 70%, et augmentation du temps de travail pour les salariés et les fonctionnaires, refus à 62%. On avait un précédent sondage qu'on a publié dans le Parisien qui montrait que sur les jours de congé, là, c'était le bouton nucléaire. C'est-à-dire qu'en touchant à ça, François Bayrou a précipité sa chute, puisque les Français ne veulent pas qu'on leur sucre des jours de congé. Donc voilà, on a la quadrature du cercle, il y a une prise de conscience, il y a l'idée qu'il y aura des efforts à faire, mais il y a ce besoin que ce soit fait par les autres. C'est pour ça, et j'en termine par là, qu'il est capital, parce que les Français sont comme ça, les humains sont comme ça, il est capital d'avoir au pouvoir des gouvernants qui inspirent une certaine confiance et qui arrivent avec une certaine légitimité pour imposer aux gens des efforts qu'eux ne veulent pas faire. Je vais vous dire, Jean-Marc, moi ça me rappelle dramatiquement la situation post-Gilets jaunes. Vous vous souvenez, il y avait eu tous ces cahiers de doléances collectés dans toutes les mairies. Et le message principal de la population française, c'était les riches ne payent pas assez d'impôts. Les pauvres sont ceux qui touchent les aides sociales et qui sont au chômage. Et nous, on est les travailleurs au milieu qui n'ont droit à rien. Et c'était aussi une colère fiscale. Pas question d'augmenter les impôts sur la classe moyenne. Là, on a tous les ingrédients réunis d'une nouvelle crise, Jean-Marc. C'est-à-dire que
il est toujours très difficile de définir ce qu'est la classe moyenne. Tout le monde se définit comme appartenant à la classe moyenne et tout le monde se définit comme étant une victime de ce qui se passe et que les riches ne paient pas assez et il y a cet assistanat qui est absolument insupportable des gens qui sont payés à ne rien faire. Or, en pratique, quand on regarde quand même ce qu'on appelle la classe moyenne, elle n'arrête pas d'avoir des gains de pouvoir d'achat. On est dans des situations où effectivement, quand vous regardez les courbes, on dit le travail ne paie pas assez, le travail n'a jamais autant payé que maintenant. Le travail n'a jamais autant payé, Jean-Marc. Que maintenant. D'ailleurs, ce que met en avant un des défenseurs de cette thèse, là, qui est Antoine Fouché, c'est qu'en réalité, effectivement, le travail n'a jamais autant payé, ce sont les perspectives. C'est-à-dire que quand on était dans les années des 30 Glorieuses, on gagnait beaucoup moins bien sa vie, mais on avait la perspective, on n'avait pas de téléphone. On avait une croissance incroyable, une progression des salaires. On avait la perspective folle. De pouvoir accéder à un certain nombre de choses. Là, on ne sait pas à quoi on va pouvoir accéder, même si, encore une fois, le niveau de vie, le pouvoir d'achat n'a jamais été aussi élevé. Et la conséquence de ça, c'est qu'effectivement, les gens sont persuadés que, quelque part, si ça ne va pas aussi bien que dans les 30 Glorieuses, c'est parce qu'il y a des gens qui en profitent à leur place. Et donc, il y a une espèce de discours. Et là où le gouvernement n'a pas fait ce qu'il fallait, c'est d'abord, il a brandi des menaces qui étaient absurdes, le FMI. Il suffit de réfléchir un peu, le FMI n'est pas le petite erreur de communication politique. Le FMI, sur les jours de congé qui ont été supprimés, il a été dit que ce serait pour compenser le déficit budgétaire. J'avais fait un papier disant oui au travail, non à la corvée, c'est-à-dire rétablir l'idée qu'effectivement on va travailler exclusivement pour améliorer les comptes publics. Donc face à une situation qui réclame effectivement des efforts, la communication du gouvernement n'a pas du tout été à la hauteur. J'en reviens à Mendès France. Mendès France, il avait expliqué dans ses célèbres conférences radiophoniques qu'a voulu reprendre François Bayrou cet été avec un niveau d'écoute le niveau d'écoute de Mendès était plus important. Mais à l'époque, il n'y avait que ça. Donc il y avait que la radio. Oui, c'était plus simple. Il n'y avait qu'un canal. On écoutait la radio. Étatique. Mais donc, Mendès disait clairement les choses. Il disait voilà cette mesure, voilà ce que je prends comme décision. Je prends cette décision. Voilà les conséquences. J'ai conscience que tel et tel individu va être touché, mais voilà mon objectif. Ah oui, mais François Bayrou, il a dit tout le monde participera de manière assez équitable. Et une autre communication, lorsque au moment de la crise de 2008-2009, je fais souvent allusion au discours de George Osborne, qui était le chancelier de l'échiquier, qui avait dit « Je vais vous demander des efforts ». Un certain nombre de gens vous disent « Nous sommes dans une situation où Churchill nous aurait dit « Je vais vous donner du sang et des larmes ». Il dit « C'est pas le cas. Nous n'avons pas en face de nous Hitler, nous avons en face de nous un déficit budgétaire. Et ça ne se traite pas de la même façon et les conséquences ne sont pas aussi dramatiques. Donc je vais vous demander de faire un effort, mais je ne vais pas en rajouter sur le thème du sang et des larmes. Il va y avoir un effort, mais pas du sang et des larmes. Je crois qu'une capacité à communiquer en disant c'est pas le FMI l'enjeu, mais c'est quand même le fait qu'on peut pas continuer comme ça, ce serait beaucoup plus habile. On n'a pas beaucoup rappelé effectivement que ces 40 milliards d'économies étaient juste de limiter la hausse des dépenses publiques et 44 milliards sur 1700 milliards de dépenses publiques. On est dans un sacrifice. Sachant qu'au final, les dépenses publiques augmentent. C'est après les économies. Ça continue de progresser. Brut, lui, augmente. Je voudrais qu'on revienne sur cette idée quand même largement partagée au sein de l'opinion publique, qui est de dire que les riches ne paient pas d'impôts et que les pauvres se gavent d'aides sociales sans travailler. Est-ce que c'est la réalité des faits en France ? C'est pas la réalité. Ce que dit Jean-Marc est intéressant, c'est-à-dire que, on est en train de le comprendre. On l'avait deviné cet été. Il y a eu une mauvaise dramaturgie finalement quelque part, en fait, et un très mauvais calendrier aussi. Honnêtement, présenter un budget un 15 juillet, on s'aperçoit que c'était une très mauvaise idée. C'est-à-dire que, en fait, c'est aller chercher un État au moment où on est en train de boucler sa valise et en train de choisir son maillot de bain. Donc, tout comme la première conférence de presse de François Bayrou pour alerter sur l'état des finances publiques était pendant les vacances de Pâques, un mardi à 11h. Je suis pas sûr qu'il y ait eu une audience avec folle. Des erreurs, parce que Jean-Marc en citait, mais il y a eu des erreurs récentes la semaine dernière sur les boomers, sur qui étaient en vacances. Voilà, bon, bref. Politiquement, il y a plein de choses qui ne vont pas. Je pense que sur les paramètres dont vous parlez, Raphaël, c'est-à-dire que la question qui est posée et qui transpire dans le baromètre, c'est-à-dire que le risque là, c'est des risques de fracture, c'est-à-dire qui est contre qui joue qui. On voit un pays extrêmement divisé dans ces résultats. Il y a un grand oubli, alors que j'incarne un peu modestement par rapport à la tribune. On ne parle pas des boîtes là-dedans, parce qu'on l'a vu, on l'a vécu ensemble, Raphaël, à la rentrée du MEDEF fin août et tout ça.
On a vu aussi le coup de gueule de Michel-Édouard Leclerc en début de semaine, qui est dans la même veine en disant stop à l'alarmisme. Parce que le risque là-dedans, évidemment, c'est l'incertitude de ça, mais le risque, c'est qu'on va finir par générer ce qu'on croit. Là, si le moral... Il y a un risque de prédiction créatrice, c'est ce que vous nous dites, Ludovic, ce matin. Si la conso finit par caler au bout... on l'a vu, il y a une étude qui est sortie, PwC, hier, sur les États-Unis, où on voit que des projections sur la conso, sur les fêtes de fin d'année, commencent à être pas bonnes et tout ça. Si on entre dans ce cheminement qui est le plus dangereux, parce que finalement, on va finir par réaliser des choses. Donc là, aujourd'hui, je pense que la question qui est posée, c'est une question de gestion d'un pays et de gestion notamment de la finance publique. Maintenant, essayer de créer des fractures, de se remettre dans ce que vous disiez très bien, Raphaël, à l'instant, c'est-à-dire de se remettre dans ce risque de gilets jaunes et autres, d'opposition riches contre pauvres, population assistée, tout ça, c'est un débat qui va devenir un débat très très politique, là où il y a besoin de poser des aspects très techniques, sans gravité. C'est-à-dire que ça se traite, ça se prend, il faut donner des perspectives économiques, et y compris aux entreprises. C'est ce que dit le Parti Socialiste, Jean-Marc Daniel, pas besoin de faire 44 milliards, on fait la moitié, on reste à 5% de déficit, on prévoit 5% de déficit en 2026, en taxant les riches, une bonne taxe Zuckman, et ça ne cassera pas la croissance et tout ira bien. Oui, alors c'est un peu décevant de la part du Parti Socialiste, parce que quand vous regardez, depuis 1945, les seuls qui ont vraiment fait baisser le pouvoir d'achat des Français, ce sont les socialistes. En 1956, le Front républicain arrive, donc déjà menace du FMI, mais à l'époque c'était vraiment le cas, parce qu'on avait un énorme déficit extérieur, et on fait la vignette pour les vieux, tout ça, donc on fait... Vous prenez 81, donc 81... On ouvre les vannes, et en 83, au moment de la rigueur, on retire plus que ce qu'on a donné en 81, avec une vraie habileté. Je renvoie quand même au discours de Mitterrand en septembre 83 sur la rigueur. Le tournant de la rigueur. Ah oui, le tournant de la rigueur, il explique ce qu'il va faire et tout ça. Et puis, la dernière fois que le pouvoir d'achat a baissé, c'est avec François Hollande, le matraquage fiscal. Oui, et en même temps, on pourrait vous répondre, Jean-Marc Daniel, que c'est sous la gauche qu'on rétablit les finances publiques bien davantage que sous la droite. Ça a été Lionel Jospin, et ça a été François Hollande, quand même, qui a ramené le déficit sous les 3%. Oui, ils ont rétabli les finances publiques parce qu'il y a eu une conjoncture économique favorable qu'ils ont gâchée. Ça pour Lionel Jospin, oui. Pour Lionel Jospin et pour Michel Rocard. Et puis il y a le matraquage fiscal. Oui. Et le matraquage fiscal de 83 et le matraquage fiscal de 2012. La question qui se pose, c'est il n'y aura pas de croissance économique. Ça, c'est clair, on ne retrouvera pas la situation de Jospin. Et le matraquage fiscal, c'est la seule chose que savent faire les socialistes. Donc la vraie question qui se pose, c'est effectivement, est-ce que pour s'en sortir, il faut un matraquage fiscal, ou est-ce qu'il peut y avoir d'autres réformes? Là, pour l'instant, le Parti socialiste, lui, il est toujours sur le matraquage fiscal, avec l'intention, malgré tout, de continuer à augmenter aussi les dépenses. Ouais. Mais à 90%, c'est le matraquage fiscal. Je crois que la vraie question qu'on doit se poser sur le plan politique, c'est pourquoi est-ce qu'avec 1700 milliards de dépenses, on n'arrive pas à imaginer qu'on puisse faire vraiment des économies? C'est-à-dire, c'était quand même la proposition de l'année blanche. L'année blanche, ça consistait à dire... On ne fait pas d'économie, mais au moins on n'augmente pas la dépense. On arrête que ça augmente. On arrête que ça augmente. Et là, en annonçant qu'on fait des économies, on continue à faire augmenter. Donc je pense que le Parti socialiste... encore une fois, n'est pas candidat vraiment au pouvoir, il met en avant ce qu'il sait faire, mais objectivement, l'histoire a montré qu'il était capable de gérer le matraquage fiscal. Mais le Gaël Slimane, le Parti socialiste, il applique scrupuleusement ce que disent les Français, là, ce que demandent les Français. 1800, Olivier Faure l'a redit ce matin, c'est 1800 foyers fiscaux la taxe Zuckman. C'est pas vous, c'est pas moi. On va les faire payer ces 1800 et puis nous. Mais au-delà du sujet du Parti socialiste, pour gouverner un pays avec une chambre, une assemblée, en gros en 3/3 à peu près, avec légitimement du côté de la gauche un programme économique qui n'est pas celui du centre droit et qui n'est pas celui du Rassemblement national. Ça c'est clair. C'est le propre des démocraties. Chacun est légitime. Le problème, c'est que pour arriver à trouver des consensus et à prendre des décisions, sans compter qu'en France, on a un système présidentiel assez unique qui fait que tout le monde se contrefout d'être Premier ministre et d'être à Matignon et de gouverner le pays et de redresser le pays. Le seul objectif, l'alpha et l'oméga pour tout le monde, c'est la présidentielle. Donc on n'a pas envie de lâcher la proie pour l'ombre, de faire des sacrifices ou des mesures difficiles un an avant une présidentielle. Mais au-delà de ça, il y avait une solution très simple il y a un an. Bon, déjà, il ne fallait pas faire cette dissolution, on pouvait s'en douter, ça a été fait, ça a donné le résultat qu'on connaît. Mais
juste un exercice de rétropédalage où on regarde un petit peu dans le rétroviseur. S'il y a un an, Emmanuel Macron avait assumé qu'il avait perdu les élections législatives clairement, que sa majorité n'était plus majoritaire dans le pays, que donc la politique qui serait menée ne serait plus la sienne. Et de dire, maintenant, c'est pas moi, c'est pas le rôle du président de choisir le Premier ministre. Ça a été dit parfois, c'est une grave erreur. Oui. Il nomme le Premier ministre. Donc, moi, je vais nommer celui qui s'imposera à moi. Ça a toujours été le cas. Mais Jacques Chirac s'est imposé à personne ne s'impose puisqu'il n'y a aucune majorité. Il y avait une possibilité. À l'Assemblée là où je veux nationale. en venir, c'est pas un point de vue politique, c'est juste d'un point de vue stratégique. S'il avait nommé Lucie Castet, puisque la gauche était parvenue finalement après maintes difficultés à dire on propose cette candidate. Bon, ça a pris un petit moment, mais en tout cas ils lui ont proposé quelqu'un. Bon, en disant et en plus le diable absolu, c'est-à-dire les insoumis, s'engagent à ne pas rentrer au gouvernement. On savait très bien que Lucie Castet, de toute façon, ne pouvait pas se maintenir et qu'en quelques semaines, elle subirait une motion de censure. C'était mécanique. Oui. Pourquoi Emmanuel Macron n'a-t-il pas nommé Lucie Castet pour qu'elle quitte Matignon 3 semaines plus tard? Et ainsi, il aurait purgé, c'est bien le mot qu'il faut comprendre, il aurait purgé cette hypothèque NFP, et il aurait pu faire, et depuis un an, on ne serait plus dans cette situation, il aurait pu dire aux socialistes, messieurs du Parti socialiste, le centre, LR, on va tous se réunir, faire un gouvernement de coalition comme ça existe dans d'autres démocraties qui ne sont pas des régimes présidentiels, certes, et on va essayer de tenir le pays jusqu'à 2027 sur un tronc commun de réformes acceptables ou les moins inacceptables possibles pour les uns et les autres. Et ça aurait pu marcher. Si je reviens en arrière, c'est que cette solution, elle est encore possible, puisque il ne le fera pas, mais théoriquement, il pourrait aujourd'hui faire ce choix. On a l'option Olivier Faure sur la table. Non, mais l'erreur, c'est de dire quel est le nom. Peu importe le nom, il choisirait la personne la plus populaire du monde, Zinedine Zidane, Premier ministre, il le nomme à Matignon, dans la minute qui suit, il est délégitimé. Parce qu'il eût été dans ce cas-là, où il aurait été nommé par Emmanuel Macron. Ce qu'il faut, c'est bien comprendre que ça vienne du choix de la représentation nationale, parce que ce qui explique les Gilets jaunes, ce qui explique le mouvement du 10 septembre, c'est que les gens ont un sentiment de déni de démocratie. Oui. Et ça, c'est assez lourd. Éric Lombard a donné une interview au Financial Times hier, à la veille de l'adjudication, ce matin, là, depuis 10 heures, l'agence France Trésor, qui est en charge de placer la dette française, va essayer de lever 9 à 11 milliards d'euros. Il faudra qu'on surveille, regardez bien en fin de matinée, quel est le taux qui sera servi sur cette adjudication. Ça va donner le curseur des marchés vis-à-vis de la situation financière française. C'est pour ça qu'Éric Lombard est sorti hier dans le Financial Times, évidemment pour parler à la communauté financière, pour parler aux agences de notation. Fitch doit revoir la note de la France le 12 septembre prochain. Il a dit qu'il fallait tendre la main. Il a dit que le budget allait être modifié de toute façon parce qu'il fallait parler aux socialistes. Sauf qu'on a deux positions. On a 44 milliards d'efforts d'un côté, 22 milliards de l'autre, et on est un peu là, l'impression qu'on est dans un milieu de marchand de tapis qui essaie de négocier le bout de gras. Ce que vous dites, Raphaël, est extrêmement important. Alors, il y a deux lectures. C'est-à-dire qu'il y a la lecture politique, évidemment, Éric Lombard qui parle au monde anglo-saxon et qui parle à tous ses acteurs. Et qui est là. Mais c'est-à-dire qu'il y a sur ce dossier dont on parle et qui nous traverse là, depuis tout l'été, il y a la lecture technique du budget, 43,8, les jours fériés et autres. Donc ça, c'est un jeu comptable qui est important, sur lequel il y a des choix. Mais il y a un jeu qui devient tout aussi important aux yeux notamment des agences de notation, aux yeux des investisseurs, aux yeux des entreprises. Et là, c'est pas juste des lignes, c'est la stabilité politique. Ouais. C'est-à-dire que et là, ça aussi, on ça voit. Ça a été rappelé dans beaucoup de communiqués des agences. C'est marrant parce que finalement, Éric Lombard a eu sur un des médias de référence dans le monde économique au plan mondial avec le Wall Street Journal, il a eu presque des messages davantage politiques qu'économiques. C'est-à-dire de se dire, en fait, on va tendre la main parce qu'il faut qu'on ait une forme de stabilité politique. Ouais. C'est le jeu dans lequel la seringue dans lequel on est prise aujourd'hui pour les raisons qui sont excellemment éclairées par Gaël à l'instant. C'est-à-dire qu'on est dans une mauvaise seringue. Puis, qui plus est, je ne veux pas reparler de ce calendrier à nouveau, mais j'entends l'année blanche, je l'entends, je considère qu'il y a beaucoup de défauts sur l'année blanche, mais on a le sentiment que François Bayrou est pris en urgence sur une situation. Je rappelle quand même que Bayrou s'est installé en décembre 2024. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'entre décembre et juillet,
Il y a une sorte de plat. Et oui, on a passe pas beaucoup dit que grand-chose. tout ce qu'ils souhaitaient, c'était gagner du temps. Ouais, hein, et- Et Mendes. Oui, mais à force de gagner du temps, on est en train d'en perdre. Là. Avec la jurisprudence Cueil. Ouais. Hein. Oui. Il n'y a de problème Et- qu'une absence de et je solution ne rajoute quand même puisse un point résoudre. qui a- Tout à fait. J'aimais bien le mot de Gaël, le mot de purge. Il y a Ouais. aussi quelque chose qui n'a pas été purgé et que le conclave n'a pas purgé, parce que c'est aussi Ah, un les des points de retraites, départ, c'est les retraites. Bah, bien sûr. Évidemment, parce que les retraites, au-delà de son orientation, c'est aussi tout le dialogue social qui n'arrive pas à se renouer, qui n'arrive pas à redémarrer. Et là aussi, c'est une autre facture qu'on est en train de payer dans la gestion globale du pays. Oui, alors que c'était plutôt passé dans l'opinion finalement. Ouais. Bon, pourquoi relancer ce débat sur les retraites? Effectivement.